Merci beaucoup, Maître Poitras. C'est vraiment, merci pour l'opportunité de pouvoir présenter les résultats de notre recherche. C'est toujours super apprécié, là, ce genre d'occasion-là. Je vais commencer rapidement, peut-être pour ceux qui connaissent pas l'IQRDJ, peut-être juste rappeler rapidement c'est quoi la mission. Ensuite, je vais parler du projet, de la métaux, mais rapidement, brièvement. Là, je n'irai pas trop dans les détails parce que c'est pas qu'est-ce qui est le plus important. Je vais aussi souligner quelques constats généraux qui sont sortis de la recherche. Ensuite, Luca va nous présenter l'aspect un peu plus juridique de ce rapport-là, puis Raviera va nous présenter les résultats plus empiriques, là, parce que chacun était en charge de ce volet-là spécifique de la recherche. Donc, pour commencer, l'IQRDJ, c'est l'Institut québécois de réforme et de la justice. C'est un institut qui a été mis en place assez récemment en 2018, si je me rappelle bien. Sa mission, elle est inscrite ici dans le PowerPoint, là, c'est inspirer et contribuer à l'évolution du droit et de la justice en vue d'assurer le développement et l'épanouissement de la société québécoise. Donc, pour répondre à cette mission-là, il y a deux axes privilégiés à l'IQRDJ. Le premier axe étant euh, centré sur la recherche qui est appliquée et interdisciplinaire. C'est un peu dans cette perspective-là que nous, notre travail s'inscrit notamment. Donc, vous allez voir aujourd'hui, vous allez constater que la recherche qu'on vous présente, c'est une recherche qui est principalement socio-juridique, là. Raviera, elle est sociologue de formation, sociologue du droit, mais ça reste que ce n'est pas une recherche qui est purement juridique, d'où l'intérêt d'aller chercher une expérience, des études d'expérience qualitatives, par exemple, comme on a fait dans le cadre de cette recherche-là auprès des gens du tribunal des professions du Québec. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe de consultation publique dans l'élaboration des lois. Donc, c'est la question de la participation citoyenne pour garantir la légitimité et l'efficacité des règles de droit. D'ailleurs, l'IQRDJ, l'équipe de l'IQRDJ a organisé déjà des grandes consultations et il y en a plusieurs à venir. Donc, je vous invite à consulter le site web de l'organisme si vous êtes intéressé par ces initiatives-là. Donc, pour revenir à notre projet à nous, les objectifs de la recherche étaient d'abord plus largement de documenter le contexte de la justice en ligne. Donc, c'est sûr que notre recherche elle s'est concentrée auprès du Tribunal des professions du Québec, mais ce sont des résultats qui peuvent être évidemment généralisés un peu dans l'ensemble des initiatives qu'on a documentées euh, à travers le Québec. Plus spécifiquement, la recherche, elle visait à cerner les enjeux que cette dématérialisation-là de la justice, elle pose en matière de droit à la vie privée des citoyens. Donc, et puis finalement, de déterminer les modalités d'accessibilité, de transmission et de stockage des renseignements personnels. Donc, dans cette perspective-là, on essayait de voir un peu d'identifier les meilleures pratiques au sein du système judiciaire québécois, mais évidemment en les comparant avec ce qui existe à travers le Québec et à travers le Canada. Donc, dans cette perspective-là, pour revenir à la métaux rapidement, on a réalisé une première analyse documentaire qui avait comme objectif d'évaluer l'utilisation puis la mise en application du concept de justice en ligne au Québec. Donc là, dans ce cadre-là, on a consulté les écrits scientifiques, ce qu'on appelle la doctrine, mais aussi la littérature grise, là, donc les rapports qui émergeaient des tribunaux en tant que tels ou bien des organisations qui étaient intéressées par ces questions-là. Donc, on a fait ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a fait une étude d'expérience qualitative, donc qui était fondée sur des entretiens semi-directifs. Ravira en a fait 21 auprès des acteurs de la justice du Tribunal des professions du Québec. Donc, elle a rencontré des juges,
des personnes représentantes, des justiciables entre 2023 et 2024. C'est ce qu'elle va nous présenter d'ailleurs aujourd'hui. Une partie des résultats, évidemment, là, pas les résultats au complet, parce que le rapport, il est assez costaud. Justement, ce volet-là de la recherche, ça a permis de déterminer les pratiques puis les perceptions de ces acteurs-là, puis les enjeux qui étaient soulevés en matière de justice en ligne, mais d'un point de vue empirique, donc du point de vue des acteurs en tant que tels, là. Donc, pour nous, c'était important d'aller documenter cette expérience-là, mais du point de vue des acteurs, donc qui la vivent au quotidien. Finalement, à partir des résultats issus de ces deux premiers volets de la recherche-là, on a effectué une analyse juridique complémentaire qui avait pour but d'identifier les meilleures pratiques en matière de protection des renseignements personnels et de droit à la vie privée, comme je le disais tantôt, dans une perspective comparée, c'est-à-dire au sein des différentes juridictions au Québec, au Canada, puis à l'étranger. Donc, éventuellement, c'est ce qui nous a permis de venir généraliser nos constats, nos conclusions dans le cadre de cette recherche-là. Comme je le disais, la recherche, elle adopte une perspective qui est socio-juridique, donc pas purement juridique. Vous allez le voir aujourd'hui. Pour documenter, vraiment venir documenter l'expérience des acteurs de la justice disciplinaire, surtout durant puis suivant la pandémie de COVID-19, parce que c'est à ce moment-là que les initiatives en matière de dématérialisation de la justice ont été principalement mises en place. Donc, d'un point de vue plus empirique, les résultats de la recherche se concentrent pas exclusivement sur la manière dont les droits des justiciables ont été ou non compromis par cette dématérialisation-là de la justice. Plutôt, de manière plus générale, on arrive à trois grands constats. D'abord, que même si cette dématérialisation-là, elle semble pas avoir affecté de manière significative les droits fondamentaux des justiciables, elle vient quand même modifier de manière importante l'expérience des participants. Quand on parle des participants, c'est autant des justiciables que des personnes représentantes que les juges. On n'a pas essayé de chercher à déterminer si c'était souhaitable ou non que les cours de justice réalisent ce virage en mode virtuel ou en mode en ligne, mais plutôt on a essayé de comprendre comment ces changements-là ont eu un impact sur le fonctionnement de la justice en tant que tel. Donc ça, c'est le premier grand constat. Deuxième grand constat, Luca va nous en parler un petit peu plus. Il n'existe pas, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas de guide unique pour l'utilisation des nouvelles technologies dans les tribunaux. Donc, chaque cour a produit un guide qui lui était propre selon ses pratiques, là. Donc, il n'y a pas de guide uniforme qui vient standardiser l'ensemble de ces pratiques-là. Finalement, troisième constat intéressant, c'est que les personnes interrogées, autant que la loi elle-même, rappellent que la publicité de la justice, ça prime sur le droit à la vie privée. Évidemment, il y a toute la question de l'obscurité pratique là, qui doit être mise en jeu. Luca va nous en parler également. Mais il y a certains dispositifs juridiques, comme les ordonnances de confidentialité, qui vont venir justement essayer d'équilibrer entre ces deux principes-là, là, donc la publicité de la justice et puis le droit à la vie privée. Mais les répondants ont aussi indiqué que les audiences en ligne, ça modifie la manière dont la protection à la vie privée, elle peut être assurée. Donc, tout ça pour dire que finalement, il n'y a pas un déplacement exact des règles des auditions en personne à celles en ligne. Puis c'est souvent comme ça qu'on a tendance à concevoir la justice en ligne ou bien le virage virtuel de la justice. Hein, c'est qu'on va venir appliquer de manière un peu symétrique les mêmes règles en présentiel qu'en ligne. Mais les résultats de notre recherche, ça vient démontrer que finalement, on ne peut pas faire ce genre de symétrie-là. Il n'y a pas un déplacement
exact de ces règles-là dans les deux espaces, tout simplement pour la bonne raison que les conditions liées à la relation entre le public et le privé, ben, ce ne sont pas les mêmes, hein. Euh, donc voilà, je vais m'arrêter ici pour les constats généraux. Je vais laisser maintenant la parole à Luca qui va nous parler plus en détail des constats plus juridiques de cette recherche-là. Merci, merci à la Fondation du Barreau déjà, merci à toi Evelyne et merci à Raviera évidemment pour cette superbe opportunité. Alors moi je vais m'attarder sur plusieurs points et dans un premier temps j'évoquerai rapidement le contexte juridique autour de la vidéoconférence et tout ça dans le droit et ça va m'amener à parler de ces directives techniques qui ont pullulé de la part des cours durant notamment la Covid-19. J'évoquerai quelques notions de vie privée et transparence lors de l'audience pour dire qu'en principe, ben, il n'y a pas de vie privée en fait lors de l'audience et vous le savez tout autant que moi. Mais ça m'amènera à glisser vers une notion essentielle, je crois, à savoir l'obscurité dans les faits et comment elle est mise à mal, peut-être, par la justice en ligne. Javiera alors prendra la suite et vous dévoilera tous les détails croustillants de l'étude empirique. Alors, la vidéoconférence dans le droit, commençons par ça. Déjà, vous le savez très bien, ça ne date pas du Covid, tout ça. Ça ne date pas du Covid qu'on puisse comparaître ou participer à une audience par un moyen technologique, absolument pas. Les premiers essais, c'était fin des années 90, je crois, et c'est à partir de 2004, par exemple, que la Cour supérieure modifie son règlement en matière civile pour y incorporer cette mention de la vidéoconférence. Puis en 2016, vous vous souviendrez de la refonte du Code de procédure civile qui vient favoriser ces usages-là. Et il y avait des domaines déjà où la vidéoconférence était presque la norme. Je pense par exemple en matière de santé mentale. Mais c'est finalement la pandémie qui va presque la systématiser, qui va la rendre populaire par nécessité. Et pour ce faire, dès 2020, alors que tout est fermé, souvenez-vous, le législateur québécois, à l'instar des autres législateurs provinciaux et même des autres pays, ont pris des lois d'urgence comme celle que vous voyez sur le PowerPoint, dans le but de faire continuité du service public. Et le préambule de cette loi, donc la loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, est assez explicite, puisqu'il dit que la loi modifie des autres dispositions législatives afin de favoriser l'utilisation des moyens technologiques par les tribunaux. Encore une fois, dans le but de faire perdurer les services publics qui étaient un petit peu mis à mal par la Covid. Et cette loi, pour ce faire, va infléchir certaines dispositions de différentes lois, de différents codes. J'en donne deux ici, notamment le code de procédure civile et le code de procédure pénale, en y ajoutant des petites mentions afin de faciliter pour le juge l'usage de la vidéoconférence. On notera que ces normes sont encore en vigueur aujourd'hui, évidemment. Elles ont très bien marché là, très populaire tout ça. En somme, la loi vient rendre plus flexible le cadre juridique afin de pallier les problématiques pandémiques. Et dans ce contexte-là, la loi encadre, mais pas de manière détaillée, c'est évidemment les tribunaux à travers leurs règlements qui vont se faire un petit peu plus précis en la matière. Alors, plus ou moins précis. Des cours sont très bavardes alors que d'autres le sont moins. Je vous ai mis un ensemble de règlements Attends, reviens en arrière, s'il te plaît, Ravira. Je vous ai mis un ensemble de règlements des tribunaux. On notera par exemple en matière pénale, les règles sont généralement très précises sur l'usage des technologies, alors que par exemple les règles de la Cour suprême sont un peu plus floues en matière de vidéoconférence, pour donner ces seuls exemples. Et ce qu'on peut observer dans tout ça, c'est que quoi que le droit en donne la possibilité au sens juridique, il se fait nécessairement muet quant aux modalités et aux protocoles techniques qui en découlent. Heureusement d'ailleurs, puisque ça change toutes les 2 semaines, la technologie. Et c'est pourquoi chaque cours a pris une ou plusieurs directives techniques quant à la vidéocomparution afin de favoriser un bon accès et une bonne conduite lors des audiences à distance. Alors, je parle de directives techniques, mais c'était en réalité un ensemble de documents mis sur les sites Internet des différentes cours qui pouvaient être aussi bien des directives techniques, des guides de bonne pratique, des communiqués de presse parfois, des PowerPoint qui venaient établir comment faire la vidéoconférence. C'était vraiment un ensemble fouillé de documents très épars qui étaient d'ailleurs régulièrement mis à jour. Si on peut passer à la PowerPoint suivante, vous verrez cet ensemble de guides techniques, certains d'entre eux en tout cas.
Alors, on notera qu'il y en avait plusieurs vraiment de la part des cours. La cour d'appel, par exemple, en a sorti trois qui étaient encore une fois régulièrement mises à jour, plus des communiqués de presse, la Cour fédérale 2. On notera une tentative d'harmonisation de la part du ministère de la Justice du Québec avec le guide d'utilisation à l'intention des professionnels et professionnels du droit, qui est d'ailleurs assez complet, mais qui était systématiquement complété par des règles propres à la Cour, comme à la Cour supérieure du Québec, avec son se préparer une audience virtuelle. Les guides techniques, en fait, tous ces guides techniques vont proposer un amalgame de règles tantôt techniques et très précises, et des rappels de règles un peu procédurales s'appliquant aux audiences à distance ou venant adapter des règles d'une audience aux audiences à distance. Je vais m'attarder un petit peu sur ça. Premier point, d'un point de vue technique. On notera que pendant la pandémie, trois types de logiciels ont été utilisés. Teams de Microsoft, Zoom de Zoom et WebEx de Cisco. Alors, Zoom, c'était plutôt fédéral et dans, je crois, certaines cours ontariennes. Le Québec, les cours québécoises ont préféré Microsoft Teams et quelques cours en Alberta ont utilisé WebEx de Cisco que je connais beaucoup moins, pour être honnête. Aucun de ces logiciels n'est spécifique à la justice, on notera. Ce sont des logiciels privés, grand public, présentant une belle efficacité, une belle ergonomie, mais ils ne sont pas spécifiques à la justice et ils sont privés. C'est ici qu'on peut peut-être se poser la question sensible de tout ce qui concerne la sécurité des données, a fortiori des données de justice. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on se souviendra par exemple que Zoom, en pleine pandémie, a connu une importante faille de sécurité, je crois en 2021, rendant disponibles certaines des données utilisateurs qui y étaient. Évidemment, ça a été corrigé par la suite, mais c'est déjà un problème qui est préoccupant. On sait désormais que ça a été réglé. On sait que pour Microsoft et Zoom, a priori, les bases de données sont sur le sol canadien et pas sur le sol américain, donc on n'est pas soumis à cette loi américaine. On sait aussi que Zoom et Teams désormais proposent du chiffrement de bout en bout, protégeant les discussions entre interlocuteurs de bout en bout grâce à une clé de chiffrement normalement à la pointe. Mais on se souvient quand même de tous ces bris de données qui ont pu avoir lieu, c'est préoccupant. D'autres pays, je pense à la Belgique, je pense à la France, proposaient des alternatives privées-publiques. Notamment, la France proposait l'utilisation d'un logiciel maison qui s'appelle Tixeo, réputé être le plus sécurisé sur le marché. Donc, il y a eu d'autres choix qui ont été faits, mais le Canada a préféré les outils efficaces que sont Zoom et Microsoft Teams. Chacun de ces logiciels, quand même, on peut le dire, propose à peu près la même chose. On peut contrôler la salle, couper les micros, on peut un peu réguler tout ça. On noterait une petite différence entre Zoom et Teams, en ce que Zoom, par contre, propose un clavardage direct, alors que Teams, non. Néanmoins, ce clavardage, il faut faire attention puisqu'il n'est pas confidentiel. Il est enregistré et peut être stocké à des fins administratives dans le dossier. Donc, il était déconseillé de l'utiliser. Les guides techniques donc, évoquent ces outils, mais proposent aussi, évoquent les impératifs techniques afin que l'audience se déroule correctement. Il est par exemple conseillé d'avoir 10 mégabits par seconde comme connexion Internet, c'est terriblement précis. Il est recommandé d'utiliser l'application bureau plutôt que l'application web. De même, il conseille évidemment l'utilisation d'un micro, des haut-parleurs, des écouteurs, pardon, etc., etc. Ils vont même jusqu'à vous dire comment positionner parfois la caméra pour éviter les contre-jours disgracieux. La plupart de ces guides aussi énoncent un certain nombre de consignes spécifiques à l'audience en ligne. C'est notamment le cas, par exemple, pour la nomination des personnes. Ainsi, le public de l'audience doit s'appeler public. Les avocats par leur nom ainsi que le nom des parties qu'ils représentent et les experts par leur rôle d'expert. Le micro doit demeurer fermé si vous ne prenez pas la parole ainsi que votre caméra. Tout ceci pour faciliter la lecture de l'écran et éviter toutes sortes de problèmes qui pourraient atteindre évidemment le décorum. Les différents guides aussi vont rappeler des consignes qui s'appliquent usuellement à une audience normale, en présentiel, disons, des questions de décorum notamment. Par exemple, il est formellement interdit de boire ou de manger à l'écran, à l'exception de l'eau qu'il est conseillé avoir près de soi. Puisque le tribunal est un environnement calme, on doit avoir un arrière-plan neutre et respectueux pour éviter aussi de voir son chez-soi.
En sus, les participants doivent avoir une tenue appropriée, nécessairement, par exemple la toge pour l'avocat, et dû au caractère distanciel, certains rituels vont explicitement être mis au banc, expressément être mis au banc, comme le fait de se lever et de s'incliner. Donc les guides viennent évidemment réguler tout ça. On notera que le guide, par exemple, de la cour d'appel, lui, est beaucoup plus précis en matière de décorum. Il va même jusqu'à vous dire de regarder la caméra droit dans les yeux, enfin, droit dans la caméra, pardon, pour avoir l'impression que vous regardez l'interlocuteur dans les yeux. Il demande aussi de faire des pauses entre les phrases pour éviter cette latence qu'on connaît par vidéoconférence qui peut rendre assez peu fluides les discussions. C'est un guide qui se fait quand même assez précis. En outre, ces guides techniques vont parfois, pas tous, mais parfois faire des rappels légaux. Il est par exemple interdit de faire des captures d'écran, d'enregistrer l'écran, y compris d'ailleurs pour les journalistes, sous peine de sanction, et a fortiori, il est interdit de les diffuser. Ici, je vous ai mis une petite affaire procureur général du Québec contre Roy en 2020 qui démontre un peu tout ça, juste pour vous dire ce que c'est. C'était une personne, Monsieur Roy, qui a eu l'idée de diffuser en direct, en streaming, l'audience à laquelle il participait sur son mur Facebook. Évidemment, les juges n'ont pas vraiment aimé ça. Et dans cette affaire, le juge dira qu'il reconnaît le dommage comme irréparable. Et dans la décision, les juges vont lui enjoindre à directement retirer, quoique le mal ait été fait, de Facebook la vidéo et de publier la décision judiciaire sur son mur. Ils ont vraiment pris ça au sérieux, mais le mal était déjà fait. Les gens ont pu voir cette audience, elle a été diffusée. Donc, ces guides techniques, on pourra regretter, quoi qu'ils parlent tous de la même chose, on pourra regretter qu'il y en a des milliers là, et vraiment, ceux que je vous ai mis à l'écran, c'est qu'une petite partie de l'iceberg, d'autant que c'était encore une fois régulièrement mis à jour. Ça changeait parfois du jour au lendemain ou par des simples communiqués de presse. Ça pouvait être assez dommageable en termes d'accès à la vidéoconférence, d'accès à la justice. Si vous me permettez, maintenant, je vais passer plutôt à la question de la vie privée très rapidement pour m'amener à l'obscurité dans les faits. Vous le savez, la vie privée, c'est une teinte fondamentale d'un état de droit. C'est constitutionnel, on le retrouve dans les chartes, on le retrouve dans beaucoup d'arrêts de la Cour suprême. La vie privée est nécessaire au maintien d'une société libre et démocratique, nous dit le juge dans l'arrêt Lavigne. C'est absolument important. On la retrouve dans plusieurs codes, Code civil du Québec, on la retrouve dans plusieurs lois, si on parle des lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, dans le secteur public, des lois canadiennes. La vie privée, c'est important, tout le monde est d'accord. Mais bien que le droit protège de bien des manières la vie privée, pour autant, ce droit s'arrête aux portes du palais, on le sait très bien, puisque la justice, en principe, est transparente et publique, vous le savez très bien. C'est fidèle à ce qu'énonce Bentham qui nous dit la publicité est l'âme de la justice. Là où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de justice nécessairement. Et le droit, la jurisprudence nous rappelle que la publicité de la justice est absolument nécessaire en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité des tribunaux, mais aussi pour la confiance des usagers envers le service de la justice. Donc la publicité de la justice, c'est un principe tout autant fondamental que la vie privée. C'est constitutionnel tout autant que la vie privée. Ça découle de l'article 2B de la Constitution, mais on le retrouve aussi dans la Charte québécoise et dans plusieurs codes. Le Code de procédure civile, typiquement à son article 11, ou pourquoi pas le Code de procédure pénale. Néanmoins, le principe est à la transparence, mais il existe toujours une exception, c'est l'exception du huis clos qu'on retrouve par exemple à l'article 12 de Code de procédure civile, ou puisque c'était le cas de notre étude, à l'article 142 du Code des professions. En dépit de la publicité des débats, nous dit cet article, il peut être fait exception à ce principe lorsque la loi prévoit le huis clos ou restreint l'accès au dossier ou à certains documents versés au dossier. Le juge peut, s'il le juge nécessaire, pardonnez la redondance, prendre des ordonnances de confidentialité de huis clos si l'intérêt public, la saine administration de la justice le commande. C'est évidemment à la merci du juge et c'est à la partie qui le demande de prouver que c'est nécessaire. Et à ce titre, on notera que la simple volonté de ne pas voir sa vie privée étalée au public
ne justifie pas l'ordonnance, même si ça concerne des données médicales typiquement. Et puis la susceptibilité de la personne eu égard à ces questions ne justifie pas non plus forcément une ordonnance de confidentialité. Pour produire une ordonnance de confidentialité, le juge doit se tester, doit procéder à un test qui est donné par la jurisprudence, l'arrêt Sierra Club par exemple, où il vient mettre en balance la vie privée avec la publicité de la justice afin de juger si c'est nécessaire ou pas d'enfreindre ce principe de publicité de la justice. Je ne vais pas vous parler de l'arrêt Sierra Club, mais ce qui est intéressant autour de ça, c'est qu'en 2021, il y a un arrêt Sherman Succession contre Donovan qui vient un peu remettre un peu du neuf dans cet arrêt Sierra Club sur la question des ordonnances de confidentialité et tout ça. Et notamment, cet arrêt va prendre en mesure tout le nouvel environnement numérique dans lequel on se situe. Simplement pour vous parler de Starès, si vous ne le connaissez pas, c'est une banale, bon, pas banale, on va dire une terrible histoire de décès de personnes assez riches et connues dans des circonstances en plus un petit peu mystérieuses, qui va attirer l'œil du public et des journalistes et va être demandé de ce fait une mise sous scellé des documents. Et c'est toute cette question qui va être discutée jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême va questionner les règles posées par Sierra Club, notamment eu égard au nouvel environnement numérique de la justice, vidéoconférence, base de données en ligne, plumitif en ligne, toutes ces choses-là, pour renouveler le test des limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires, puisque ce nouvel environnement numérique permet plus facilement, comme le juge le voit, la diffusion et les atteintes à la vie privée. Et c'est là que le juge va se faire intéressant, puisqu'il va mettre en lumière une notion fondamentale en matière de transparence de la justice, qui est la notion d'obscurité dans les faits, d'obscurité pratique ou de practical obscurity en anglais, notamment à son paragraphe 80 que je vous laisse lire. Mais qu'est-ce que c'est la practical obscurity? C'est la notion qui réfère à l'idée que des informations publiques peuvent garder une dimension privée si leur accès est difficile. Conséquemment, le risque pour la vie privée est proportionnel au nombre de personnes y ayant accès. Donc, si vous avez une information qui est balancée sur les réseaux sociaux, ce n'est pas si important si vous n'avez pas d'amis sur les réseaux sociaux, je dirais, pour faire très simple. Dans le cadre d'une audience traditionnelle, remarque le juge, en présentiel. Les informations publiques sont pratiquement pas connues dans la mesure où c'est difficile d'avoir accès à une audience en présentiel. Il faut se déplacer au palais, c'est loin. Il faut passer les mesures de sécurité. Si vous êtes à la cour d'appel, c'est comme un aéroport. Puis le lieu est imposant, ça peut être un petit peu agressant pour vous. Et enfin, il faut comprendre ce qui se passe. Puis si vous rentrez chez vous, vous pouvez avoir accès certes à l'arrêt, mais il faut le comprendre. Si vous voulez avoir accès au dossier, il faut quand même aller voir le greffier. Tout ceci rend difficile d'accès des informations pourtant publiques. C'est donc ça, l'obscurité dans les faits. Mais voilà, nous dit le juge, la vidéoconférence et tout cet environnement numérique, pas que la vidéoconférence, va faciliter dans les faits l'accès à l'audience et au monde numérique. Et donc le juge craint que tout ceci, il peut être difficile pour le tribunal d'avoir la certitude que les renseignements ne seront pas largement diffusés en l'absence d'une ordonnance. Parce qu'il est vrai que de prime abord, dans le cadre d'une vidéocomparution, il est plus simple de se rendre à l'audience. Il suffit de cliquer sur le lien qui est disponible sur les sites internet des tribunaux ou sur demande, mais très facilement d'accès. Un accès qui est anonyme, on l'a dit, puisque vous n'avez pas à allumer votre caméra, puis vous n'avez pas à vous nommer. Et il est très difficile de vérifier que vous ne preniez pas de screenshot ou autre. Le cas de M. Roy était un cas totalement bête, mais on aurait pu imaginer qu'il le fasse sur un cercle privé. Puis enfin, c'est beaucoup moins imposant d'être en ligne. Tout ceci fait dire au juge qu'il faut renouveler les règles de l'arrêt Sierra Club, et il va le faire par ailleurs. Mais tout ceci doit poser une question, puisque si le risque existe d'atteinte à la practical obscurity, si effectivement on peut jeter la lumière sur ce qui était autrefois de l'ombre, on doit se demander, et c'est ce dont va vous parler Ravira, si c'est vrai. Si c'est vrai, puisque là on a parlé d'un risque théorique, mais est-ce que dans les faits, il y a vraiment une atteinte à cette obscurité pratique? Et là, on peut peut-être juger que non, mais je vais laisser la parole à Raviera pour en discuter.
Donc, on arrive à la troisième partie de notre présentation, quand un peu on va voir qu'est-ce que les personnes qu'on a interviewées, des juges, des greffières, des syndics, des professionnels, des représentants des professionnels, soit devant les tribunaux des professions ou devant les conseils de discipline, comment eux, ils ont vécu cette réalisation d'audience en ligne pendant la pandémie et qui s'est prolongée même après la pandémie. On a commencé un peu comme tout le monde par rapport aux audiences en ligne, avec une crainte et avec une perception du sens commun que résumer l'expérience des audiences en ligne à travers l'idée du manque de décorum, du manque d'une perte de la ritualité de la justice, d'une perte de la formalité que devraient avoir les audiences judiciaires quand on voyait, et c'est ressorti dans les conversations avec les personnes interviewées. Là, il y a quelques mots qui ont été répétés plusieurs fois dans nos conversations. Quand on voyait différentes anecdotes des personnes qui comparaissaient leurs espaces privés, où on pouvait voir, par exemple, leurs animaux domestiques, leurs enfants, les espaces privés qu'ils avaient, les livres qu'ils avaient derrière. Donc, il y avait cette espèce des premières hypothèses que l'expérience de audience en ligne avait été une expérience négative, une expérience qui venait être en tension avec les droits à la vie privée. Ça, c'était notre hypothèse. On a aussi discuté de plusieurs anecdotes. Là, on peut penser à cette histoire qui a été virale durant la pandémie de l'avocat qui comparait au tribunal et qui n'arrive pas à enlever le filtre d'un chat, une histoire qui a été à peu près évoquée par toutes les personnes interviewées, où on voyait que les audiences virtuelles était marqué par cette idée du manque de décorum, de relâchement des règles par rapport à comment s'habiller et une perte des formalités. Par contre, quand on a procédé à faire l'analyse de tous les entretiens et de toutes les conversations et qu'on est rentré un peu dans les détails de pourquoi les participants identifiaient cette perte de décorum ou de ritualité par rapport à des audiences judiciaires qui devraient par contre être, selon eux, formel et reposer sur cette infrastructure physique de la salle des cours qui donne la gravité, qui donne le caractère symbolique de la justice, on s'est rendu compte que cette perception, cette hypothèse qu'on avait au début, elle euh, s'appliquait pas tellement et au contraire, on a retrouvé trois principaux résultats de notre recherche, trois constats qu'on va considérer contre-intuitifs parce qu'ils nous ont surpris par rapport à ce que nous, on s'attendait euh, sur l'utilisation d'audiences virtuelles en justice disciplinaire. Le premier constat, c'est tant les audiences physiques et virtuelles reposent sur des éléments extra-juridiques. On commence et on assume quand on fait cette comparaison entre audience virtuelle et audience physique, on pense que dans ces audiences virtuelles, il va y avoir des éléments qui un peu se faufilent et qui rentrent dans l'audience virtuelle, des éléments qui ne rentreraient pas dans l'audience virtuelle, dans l'audience judiciaire si elle avait été faite de manière physique. Pourquoi? Parce qu'il y a une frontière extrêmement claire et physique entre une audience et l'espace physique de la salle des cours et les restes des espaces, notamment les espaces domestiques du justiciable. Cet espace, il est même dans le cas, par exemple, du palais de justice de Montréal, où on est allé faire des observations. Cet espace, il est même séparé par des contrôles de sécurité que les différentes personnes qui vont assister aux audiences vont devoir traverser. C'est une frontière très claire entre l'espace de l'audience judiciaire et le reste. Donc, l'hypothèse qu'on avait, c'était on avait cette perte de cette frontière et donc des éléments extra-juridiques, des éléments de la vie privée des justiciables, des procureurs allaient rentrer dans l'audience judiciaire. Mais qu'est-ce qu'on a retrouvé quand on s'est mis à lire, quand on s'est mis à analyser nos données, on s'est rendu compte que même dans les audiences physiques, ces audiences auxquelles tout le monde a l'habitude de participer, aussi reposent sur des éléments extra-juridiques et sur des compétences que les différents participants doivent mobiliser tout le temps, notamment le fait que les gens arrivent
avec des membres de leur famille. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver. On peut voir aussi les types de vêtements que les gens vont porter. On a quand même accès à certaines informations qu'on n'avait peut-être pas durant qu'on pense, on commence à avoir avec les audiences virtuelles, mais qu'on avait quand même dans les audiences physiques. La différence, c'est il va y avoir des différentes compétences, des différentes habiletés que les acteurs de la justice vont devoir mobiliser. C'est pas plus des compétences, c'est pas qu'on demande plus à ces personnes-là, c'est juste qu'on demande des compétences différentes. Alors que lorsqu'on va plaider, par exemple, en personne, on va regarder des représentants des avocats nous disaient, est-ce que je regarde la présidente, le président de la formation ou je regarde l'ensemble des juges au tribunal des professions lors de l'audience? Ça, c'est une compétence des plaideurs que j'ai quand je suis dans une audience physique. Est-ce que je vais devoir mobiliser la même compétence lorsque je suis en virtuel? Ça va changer, mais c'est quand même une compétence qu'il faut que j'ai afin faire, euh, de faire mon travail. Et une autre compétence nouvelle, différente compétence que les interviewés, les personnes interviewées nous ont partagée, c'est celle de décider si le virtuel est une bonne option pour la réalisation des audiences. Comme Lucas nous l'a présenté, il n'y a pas une obligation d'avoir des audiences en ligne ou en virtuel. On peut procéder, il y a une option par défaut, mais on a quand même la possibilité, on l'a eu même avant la pandémie, de, dans certains cas, avoir des audiences en ligne ou même permettre la comparution de certaines personnes en ligne. Et la compétence que là, il faut mobiliser, c'est celle de décider dans quelle mesure et à quel moment et dans quel type d'affaires il faudrait utiliser les virtuels. Et là, qu'est-ce que nous avons été étonnés par l'effet que si tout le monde, d'une part, tous les interviewés étaient d'accord pour nous dire c'est une très bonne possibilité, c'est une très bonne chose d'avoir cette possibilité-là d'avoir la visioconférence, mais ils n'étaient pas du tout d'accord par rapport à dans quel moment il fallait utiliser une option ou l'autre. Un des critères qui nous a surpris, c'est d'ailleurs l'effet des procédés, des plaider devant des conseils de discipline ou devant les tribunaux des professions. Alors que certains interviewés nous disaient en deuxième instance, c'est plus facile de faire en virtuel parce qu'on n'a pas de témoins, parce qu'on est entre des professionnels qui connaissent à peu près les droits, donc on a déjà une certaine maîtrise des technologies. Il va y avoir d'autres interviewés qui vont avoir l'opinion complètement contraire. Ils vont nous dire précisément parce qu'on est en appel, parce qu'on parle des questions plus sophistiquées juridiques, ça devrait se faire en personne. Donc, en général, consensus pour dire c'est une très bonne option, il faut savoir choisir, pas des consensus par rapport à quels critères devraient nous amener vers les virtuels ou vers les, les présentiels. Et une autre nouvelle compétence ou un nouveau rôle qui se dessine, mais qui ne vient pas créer des nouvelles compétences, mais plutôt changer les rôles, c'est celui des greffières et des professionnels en charge des technologies. Quand on a, hum, Quand on a analysé, on a comparé les deux types d'audience, on se rend compte que même dans les audiences physiques, et même si c'est invisibilisé, ces audiences-là reposent sur beaucoup de travail fait par des personnes, des travailleurs, des travailleuses, des greffières notamment, et on dit greffières parce que en général, c'était des femmes. C'est ces personnes-là qui doivent faire un travail qui est fondamental pour que cette audience puisse se tenir. Et ça va être exactement la même chose dans les audiences virtuelles, sauf qu'il va y avoir des rôles qui changent, mais des rôles qui sont nécessaires que quelqu'un joue. Et, et finalement, une compétence plus spécifiquement en lien avec la protection de la vie privée et des renseignements personnels, une nouvelle compétence que les personnes participantes nous ont mentionnée est celle de respecter les ordonnances de confidentialité dans les deux cas. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire lorsqu'on va, et ça s'applique notamment dans les cas des audiences devant les conseils de discipline, lorsqu'il faut présenter la preuve? À ces moments-là, les personnes interviewées, surtout les procureurs, vont nous dire, j'ai fait très attention à caviarder certaines parties parce que
vu que je vais afficher à mon écran et que cette preuve, le document que je suis en train de présenter va être accessible à tout le monde et pas exclusivement aux membres du conseil des disciplines, je vais faire plus attention à voir qu'est-ce que je vais pouvoir montrer ou non à mon écran. Est-ce que ça change beaucoup par rapport au présentiel? Non, pas du tout. Ce qu'il nous dit, c'est on fait quand même attention lorsqu'on est euh, devant un conseil de discipline ou devant le tribunal des professions et il y a des ordonnances de confidentialité, comme c'est dans presque tous les cas, on va faire attention à ne pas répéter plusieurs fois le nom des personnes, on va quand même avoir des compétences qui vont nous permettre de garder et de protéger les informations personnelles des personnes et leur vie privée. Quelques exemples de ce que les personnes interviewées nous ont dit. Comme j'ai dit, ça prend beaucoup de patience. Ça, c'est une qualité qu'il faut avoir quand on est juge en général, de la patience. Mais là, elle est mise à rude épreuve quand on fait les virtuels. Oui, un virtuel qui demande plus de patience, mais une patience qu'il fallait quand même avoir en présentiel quand il arrive quand même des choses et des anecdotes. Et, on ne se comporte pas de la même façon, on n'a pas les mêmes outils. Vous savez, gagner un procès, ça tient une multitude de facteurs. Alors, la plaidoirie en personne a ses avantages et ses inconvénients à l'avocat, à l'avocate de les déceler. Et la plaidoirie virtuelle a ses avantages et ses inconvénients. Ce sont des outils. Nous sommes des plaideurs, donc on est des stratèges. À nous d'utiliser à bon escient les outils qu'on a. Et la collaboration des confrères est généralement excellente, des tribunaux également. Donc ici, c'est les propos d'un représentant d'un avocat qui nous dit de savoir distinguer et de savoir s'adapter aux différentes conditions dans lesquelles on tient les audiences virtuelles. Ça fait partie des compétences et des habiletés qu'il faut qu'on ait quand on est avocat. Deuxième constat qui nous a surpris, la réorganisation de la dynamique publique-privée n'est pas nécessairement négative, mais doit être prise en compte. On dit qu'avec la réalisation des audiences virtuelles, on réorganise la dynamique et les espaces publics, la frontière entre les espaces publics et privés. C'est que, en principe, nous, on se disait, c'est peut-être, ça peut avoir un impact négatif sur la protection et sur la protection des droits et sur la bonne administration de la justice. Par contre, ce que les interviewés nous ont dit, c'est oui, on n'est pas nécessairement content avoir les espaces privés des professionnels, des justiciables ou des procureurs. Je n'ai pas envie de voir les sous-sols des personnes, je n'ai pas envie de voir qui passe derrière ou si ils ont des animaux domestiques. Parfois, c'est trop. Mais cela n'influence pas du tout les décisions qui vont être prises par les conseils de discipline ou par le tribunal des professions. Ça fait partie des compétences qu'il faut qu'on ait de toute façon de distinguer ce qui doit compter ou pas de la décision. C'est d'ailleurs cette idée que le fait d'avoir des audiences virtuelles peut avoir un impact sur les décisions des tribunaux. Ça a été testé par des recherches empiriques qui indiquent exactement la même chose. Il n'y a pas nécessairement un impact sur les décisions des tribunaux. Et le principal argument pour dire que oui, ça dérange un peu, mais ça n'a pas un impact sur les décisions, c'est qu'en présentiel aussi, on a accès à certains éléments de la vie privée des personnes. On nous dit, par exemple, si quand on va au tribunal, on a quand même une expectative de vie privée où on peut penser que notre voisin peut nous voir ou quelqu'un peut voir qu'on se rend à la salle à la salle des cours et donc, il n'y a pas tellement une atteinte à la vie privée des personnes. Déjà, en présentiel, il y a certains risques à cause par les faits que la justice elle est publique. Par contre, c'est l'argument que presque toutes les personnes interviewées nous ont dit, on ne veut pas, comme aux États-Unis, ils disaient, c'est la possibilité de pouvoir faire la diffusion des audiences à tout le monde qui pourrait avoir accès de chez eux, de leur maison en train de voir l'audience. On aimerait que si l'obscurité pratique est maintenue, ça veut dire qu'on va restreindre, on va pas restreindre l'accès à l'audience, mais on va faire en sorte que ces éléments de difficulté, comme par exemple le fait d'avoir à se déplacer au palais de justice, qui dans le cas du virtuel pourrait être le fait d'avoir à écrire au greffe pour avoir accès
au lien des connexions, ça permet de garder une protection minimale de la vie privée des personnes. Quelques exemples des propos tenus par nos interviewés. Ce n'est pas idéal d'entrer dans la vie privée des personnes, malgré que je dirais que ce n'est pas arrivé souvent. Pour ma part, en général, les gens étaient dans une pièce, on voyait très peu de la personne qui couchait sur son divan. Là, c'est dans ces circonstances-là que ça peut devenir un peu plus difficile. Les avocats, quand on voit leur cuisinière et puis ce qui est sur les feux pratiquement, c'est un petit peu trop de voir tout ça, mais encore une fois, ça n'a pas un impact sur les décisions prises. Et certainement que ça affecte de voir les espaces de vie privée des personnes participantes dans les audiences. Mais la vérité est qu'on communique comme ça de toute façon. Donc, à un moment donné, il faut aussi accepter que, vous savez, si un huissier se présente à ma porte, mes voisins vont voir qu'un huissier se présente à ma porte. Alors, à un moment donné, il faut aussi, bon, accepter qu'il n'y ait rien de parfait. Il n'y a rien qui va vraiment complètement empêcher l'accès à l'audience, d'autant plus que cette audience, elle est pratique. Il faut évoluer avec les moyens qui sont à notre disposition. Donc, en résumé, on dit oui, ça réorganise la frontière entre espace public et privé, mais cela n'a pas un impact sur les décisions prises ou sur la protection à la vie privée des personnes tant que cette obscurité pratique, elle est maintenue. Et finalement, troisième constat, les mécanismes actuels de protection de la vie privée semblent suffisants. Ça nous a surpris, mais les différentes personnes qui ont participé à notre recherche étaient d'accord pour nous dire, en fait, on aimerait avoir la possibilité d'analyser au cas par cas quel type de mesures de protection de la vie privée sont nécessaires pour chaque affaire selon les caractéristiques de cette affaire-là. Ce que les tribunaux font de toute façon et les conseils de discipline font de toute façon tout le temps lorsqu'ils prononcent des ordonnances de confidentialité par rapport à des dossiers qui ont certaines caractéristiques. Donc, on garde ces pouvoirs de la part des tribunaux pour décider dans quelle mesure et selon les caractéristiques de l'affaire, quelles mesures on doit mettre en place pour protéger la vie privée des personnes. On identifie aussi qu'il y a une série d'outils techniques, technologiques, notamment l'utilisation d'un fond d'écran qui va permettre aux justiciables de protéger leur vie privée, aussi le membre des conseils de discipline, aussi les avocats qui ont, depuis qu'on a commencé à avoir des audiences virtuelles de manière plus utilisée durant la pandémie, qui ont appris à utiliser les outils technologiques afin de protéger leurs espaces privés. Oui, c'est plus difficile avec certains justiciables qui ne savent pas comment faire, mais en général, on peut s'attendre à que ces personnes-là puissent contrôler qu'est-ce que je veux montrer à l'écran lorsque je vais comparaître euh, en justice. Et finalement, en lien avec les différentes directives qui se multiplient, il y a une identification de la part des personnes interviewées, quand même des quelques pratiques qui devraient être uniformisées et qui aideraient à cette protection de la vie privée. Par exemple, l'utilisation d'un fond d'écran, mais aussi qu'est-ce qu'on va demander comme identification des participants. La comparaison qui a été faite par les personnes interviewées était lorsque j'assiste à une audience en personne. Moi, je n'ai pas affiché c'est qui et qui je suis si je suis dans l'audience ou dans le public, pourquoi je devrais le faire lorsque je suis en virtuel et si je veux le faire quel nom je devrais mettre à ce moment-là. Ça, c'est une autre façon, par exemple, de protéger la vie privée dans les zones virtuelles. Puis finalement, cette perte de contrôle qu'on avait identifiée au début et qu'on voyait qui était là dans les audiences virtuelles peut aussi se produire en personne. Et là, les intervenants nous disaient, ça arrive, il y a aussi des anecdotes en personne, c'est seulement qu'on a plus l'habitude d'être en personne, mais l'effet d'avoir à
et résoudre des situations qui peuvent être problématiques, des manifestations à l'extérieur de la salle d'audience, par exemple, c'est quelque chose qui fait partie aussi des audiences en personne. Donc, il ne faudrait pas non plus avoir trop peur des audiences virtuelles. Là, ce qui est des cas comme par exemple de quelqu'un qui diffuse sur son Facebook l'audience, ça reste une, une exception et non pas la règle. Voilà pour le résultat empirique de notre étude et notre présentation. Est-ce que vous êtes rendu à la fin, Oui, professeur Jean Bouchard? Est-ce que vous voulez faire un résumé ou euh, Non, non? je vois le temps qui file un petit peu. Je pense que j'aimerais laisser la place peut-être aux questions. Peut-être juste rappeler, si jamais vous êtes intéressé, le rapport complet va bientôt être mis en ligne sur le site web de l'IQRDJ. Donc, c'est un rapport public. Ici, on vous a présenté seulement une petite section du rapport là, qui avait attrait spécifiquement sur la protection à la vie privée puis au renseignement personnel. Mais si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aussi nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous transmettre le rapport. On affiche ici aussi le contact de l'IQRDJ si jamais vous êtes intéressé par les activités puis par les autres types de recherches aussi que l'organisme a fait.